Merci beaucoup, Frédéric. Euh, alors, on va procéder avec la dernière session, la dernière présentation de ces 2 jours d'atelier euh, où on vous a vraiment inondé de nouvelles informations, de nouveaux concepts, etc. Donc, je sais que c'est dur de rester concentré pendant 2 jours sur tout ça, mais voilà, je vous demande encore un petit effort et je vais vous demander encore, disons, 45-50 minutes d'attention pour cette dernière session. Et ensuite, on passera à une petite session de travail de groupe similaire à ce que l'on a fait hier. Et enfin, pour conclure, un petit quiz pour essayer de conclure de manière un peu plus décontractée, avec toujours, bien sûr, toujours comment dire, la possibilité pour vous de poser des questions au fur et à mesure de la présentation et on essaiera d'y répondre autant que possible. Je vais partager mon écran et lancer la dernière présentation. Donc, dans cette dernière session, pardon, on va essayer de comprendre comment utiliser les résultats d'une évaluation d'impact. Donc, au cours des 3 dernières années, on a balayé beaucoup de sujets. La première année sur la conception des évaluations d'impact, l'année suivante sur la collecte de données, comment collecter des bonnes données, comment garantir une bonne qualité, etc. Et enfin, cette année, plus sur l'analyse de données. Donc, tout ça, ce sont les différents éléments que l'on trouvera dans un rapport d'évaluation d'impact, avec en plus souvent une triangulation des résultats entre l'approche quantitative et l'approche qualitative. Donc, l'objectif principal d'une évaluation d'impact est évidemment d'élargir, enfin d'approfondir le corpus de preuves rigoureuses sur l'impact des programmes afin que les décideurs qui mettent en place les politiques publiques et les bailleurs de fonds qui soutiennent la mise en place de programmes ou de politiques publiques puissent s'appuyer justement sur des évaluations d'impact rigoureuses, sur un corpus de preuves rigoureux pour pouvoir décider d'allouer les fonds sur les programmes soit les plus efficaces, soit les programmes que l'on considère comme les plus nécessaires, etc. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi les évaluations d'impact fonctionnent et pourquoi pas? Donc, les évaluations d'impact, ça, c'est ce qu'on avait couvert durant la première année. Pourquoi faire des évaluations d'impact? Pour comprendre comment fonctionne un programme et pour comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, notamment avec la triangulation des résultats quantitatifs et qualitatifs, pour essayer, évidemment, de comprendre pourquoi un programme n'a pas eu l'impact escompté à l'échéant, ou bien pourquoi il a eu l'impact escompté, ou bien encore s'il a eu un impact un peu plus mitigé, disons, est-ce qu'on peut essayer d'identifier les problèmes qu'il y a eu, ou en tout cas les limites qu'a pu, ou les problèmes qu'a pu, les contraintes qu'a pu rencontrer le programme pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Évidemment, pour nous, les évaluateurs, ce qu'on désire, c'est que les évaluations d'impact que l'on fait soient bien comprise et soit mobilisée par les décideurs et par les bailleurs de fonds afin que nos évaluations d'impact soient considérées sérieusement lors des prises de décision. Donc, de la même sorte que, de la même manière qu'on établit une théorie du changement pour un projet, ça, vous êtes familier avec ce concept, on peut élaborer une sorte de théorie du changement pour l'impact des études d'évaluation. Donc, par exemple, on fait une étude d'évaluation qui mesure l'impact d'un programme de formation professionnelle sur les moyens de subsistance des jeunes défavorisés, par exemple, la capacité à être employé ou la capacité à générer plus de revenus.
L'étape d'après de la théorie du changement, ce serait que les décideurs, tels que les donateurs ou les responsables politiques ou les directeurs de programmes, les gouvernements, etc., prennent des décisions sur la base des résultats de cette évaluation d'impact, de telle sorte que de nouvelles politiques et de nouveaux programmes, de nouvelles interventions sont élaborées sur la base de ces résultats, sur la base des données probantes les plus récentes, en espérant que cela permette à ces politiques et à ces programmes d'atteindre plus efficacement leur objectif. Évidemment, l'objectif final de tout cela étant que les programmes sont plus efficaces et plus à même d'aider la population concernée, puisque le but du jeu, le but de tout ça, c'est évidemment de procurer de l'aide et de soutenir les populations qui sont ciblées par ces programmes. Donc, ça, quand on fait des évaluations d'impact, on espère qu'il va y avoir après cette chaîne d'événements. C'est-à-dire que nos études d'impact, qu'elles soient bien comprises et bien mobilisées par les décideurs, afin qu'ils puissent reconcevoir, ou disons concevoir des nouveaux programmes et des nouvelles politiques en s'appuyant sur ce que l'on sait déjà, afin de faire des programmes plus efficaces et de mieux aider les populations ciblées. Mais pour que tout cela soit possible, il faut que les utilisateurs visés de ces études d'impact, donc les décideurs politiques, les gouvernements, les directeurs de programmes, il faut qu'ils puissent tout d'abord trouver ces résultats, donc savoir où ils sont, et ensuite qu'ils puissent les lire et les comprendre. Parce que sinon, s'ils ne comprennent pas les évaluations d'impact, il n'a pas lieu d'espérer qu'ils puissent se baser dessus pour prendre leurs décisions. Donc tout d'abord, une petite remarque, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais juste pour dire, avant de pouvoir, comme j'ai dit, lire et comprendre ces résultats, il faut pouvoir les trouver. Donc, avoir une bonne stratégie de diffusion des résultats d'une étude d'impact d'une évaluation d'impact, pardon, est extrêmement important. Et pour cela, on a plusieurs outils à notre disposition que nous, au C4ED, par exemple, on essaie de mobiliser le plus possible, notamment donc, des ateliers avec des présentations, souvent organisés par les bailleurs de fonds qui nous mandatent pour faire ces évaluations d'impact. Alors des fois, ces présentations, on les fait uniquement pour nos mandataires, mais parfois ils invitent à participer un public un petit peu plus large, qui inclut aussi des directeurs de programme, des bailleurs de fonds, etc. Ça peut être dans le cadre de conférences, donc de conférences scientifiques ou académiques. Bien sûr, les rapports que nous, on produit sont souvent publiés, par exemple, sur Internet par nos mandataires. Certaines évaluations d'impact donnent lieu aussi à des articles de recherche académiques, même si c'est, dans notre cas, un petit peu plus rare, ou ça peut être sous la forme de mémoires, donc, qui sont quelque chose un peu entre un rapport et un article académique. Voilà, donc d'abord, la stratégie de diffusion va être importante, mais une fois que les gens ont accès à ces résultats, il faut savoir ce qu'on va en faire. Donc, on va démarrer par un peu balayer ce que sont les éléments communs des rapports d'évaluation d'impact. Qu'est-ce qu'on trouve en général dans ces rapports? Et ensuite, on va notamment se focaliser sur les sujets couverts hier et aujourd'hui, notamment les parties du rapport qui présentent les statistiques descriptives et comment comprendre les résultats d'une analyse dans une évaluation d'impact. Et enfin, on essaiera de passer un petit peu de temps aussi sur comment formuler les conclusions et des recommandations qui découlent des résultats, et surtout, on soulignera quelques aspects qu'il est très important de garder en tête lorsqu'on fait nos conclusions et nos recommandations, et je reviendrai là-dessus en détail vers la fin de la présentation. Tout d'abord, quels sont les éléments clés d'un rapport d'évaluation d'impact? Pour ceux d'entre vous qui en ont déjà vu, il n'y a pas de surprise ici, mais de manière générale, un rapport d'évaluation d'impact doit contenir les éléments suivants. Une description du projet et du contexte de l'évaluation pour bien comprendre ce qui a été mis en place dans un programme ou dans une intervention et bien comprendre dans quel contexte se passe cette évaluation. Ensuite, le cadre conceptuel de l'évaluation. Je dis cadre conceptuel, c'est là-dedans qu'on va trouver la théorie du changement du projet
et les questions d'évaluation importantes pour notre étude. Ensuite, on devrait trouver dans tout rapport d'évaluation d'impact une section sur la méthodologie. Donc là, où on va parler notamment d'une part, de la conception de l'étude. Est-ce qu'on est dans un essai randomisé? Si oui, de quelle manière? Comment on randomise? Qu'est-ce qu'on randomise, etc. Ou bien si on est dans un cadre quasi expérimental. Donc voilà, tout ça, ça doit être inclus dans le rapport. Et à ce stade, en général, on trouvera aussi une description de la méthode d'analyse de données qui sera utilisée dans l'étude. Ensuite, on doit avoir une section qui explique comment ont été collectées les données, comment tout cela a été organisé, etc. Une section sur les statistiques descriptives, puis enfin une section sur les résultats de l'analyse et finalement une section sur les conclusions et les recommandations. La plupart des rapports d'évaluation d'impact suivent à peu près cette démarche, qui est une sorte de flow assez logique, disons, dans la progression, mais il est possible de trouver ces différents éléments à différents endroits du rapport, dans différentes sections. Ça va dépendre des fois des préférences des évaluateurs qui écrivent le rapport ou des préférences de l'organisation qui a mandaté l'étude, ou ça dépend aussi du type de document dont on parle. Par exemple, un rapport que l'on produit pour nos mandataires va être différent d'un article académique, par exemple. Donc voilà. Mais globalement, on doit pouvoir trouver tous ces éléments dans un rapport de IC. Bon, le premier élément, la description du projet, du contexte de l'évaluation. Là, c'est assez intuitif. On doit comprendre, d'après ces éléments, on doit pouvoir comprendre le contexte de l'intervention, le contexte du programme. Donc, par exemple, le contexte économique du pays dans lequel il se passe ou de la région du pays dans lequel ça se passe, un petit peu d'historique. Est-ce qu'il y a eu des interventions similaires plus tôt? J'ai vu, je filme juste. Est-ce qu'il y a eu des études, est-ce qu'il y a eu d'autres études similaires aussi sur ce type de programme, etc. Et ensuite, ça c'est le contexte de l'intervention, puis ensuite on doit avoir une description de l'intervention, notamment bien comprendre quelles sont les cibles de l'intervention, donc qui est visé par cette intervention, quelles sont les activités mises en place dans le cadre du projet et quels sont les objectifs clés du projet. Qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement avec cette intervention? Oui, Gaston, allez-y. Je vois qu'il y a une question. Oui, et Monsieur Marc, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que c'est possible que vous pouvez joindre quand vous allez mettre en œuvre ou bien vous allez essayer de corriger les présentations, si vous pouvez joindre un rapport d'IEC qui est possible pour nous de voir et de suivre ces critères qu'un IEC doit comporter. Si un rapport qui n'est pas interdit de voir, si vous pouvez mettre à notre disposition. Très bien. Il faudra que je vérifie avec l'organisation, bien sûr, parce que moi, je ne sais pas si vous savez, nous, en tant qu'évaluateurs, comme on est, disons, dans un rôle de consultant, souvent, on n'a pas les droits de propriété intellectuelle sur les rapports que l'on produit et sur les données qu'on utilise. Mais du coup, oui, j'essaierai de voir si on a des rapports qu'on peut partager avec vous. Mathilda, est-ce que tu pourrais faire une note de cette requête et pour être sûr qu'on n'oublie pas et pour être sûr qu'on n'oublie pas et qu'on puisse donner un rapport de IC pour que Gaston et les collègues puissent le consulter. Merci. Bien, alors, premier élément clé d'un rapport de IC, il faut comprendre le contexte de l'intervention et qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette intervention. Ensuite, on décrit en général le cadre conceptuel de l'évaluation. Ici, je passe assez vite sur ces sections parce que tout ça, c'est des choses un peu plus basiques et surtout, on l'a déjà couvert en long, en large et en travers pendant la première année. Donc, et on a des nouveaux trucs à couvrir aujourd'hui. Donc, je passe un peu vite là. Mais dans le cadre conceptuel de l'évaluation, on va définir notamment la théorie du changement et les questions d'évaluation. Donc, vraiment, à quoi on va essayer de répondre avec cette évaluation d'impact.
Ensuite vient en général une description de la méthodologie d'évaluation d'impact utilisée. Donc, on va présenter quelle est la méthode envisagée pour établir l'effet causal de l'intervention. Comme on a insisté là-dessus hier et aujourd'hui, le simple fait de faire une analyse de régression, d'utiliser des tests statistiques, de savoir manipuler les données n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait imaginé un cadre méthodologique pertinent pour pouvoir être sûr que lorsqu'on mesure les différences entre un groupe qui a reçu l'intervention et un groupe qui ne l'a pas reçu, être sûr que cette différence vient bien de l'impact du projet et de l'intervention. Donc, c'est ce qu'on va décrire dans ce genre d'approche. Donc, on va, par exemple, expliquer si on va suivre une méthode expérimentale, telle qu'un essai randomisé, ou quasi-expérimentale, une approche de double différence, d'appariement, de régression sur discontinuité, etc. On va aussi expliquer s'il y a l'inclusion d'un volet qualitatif, parce que comme l'a dit Frédéric, ce n'est pas toutes les évaluations d'impact qui ont la chance d'avoir des études qualitatives. Donc, est-ce qu'on va utiliser non seulement, par exemple, une méthode expérimentale, mais en plus un volet qualitatif qui va nous permettre de trianguler les résultats et de les approfondir? Voilà. On va en général décrire aussi à ce moment-là la stratégie d'échantillonnage. Bon, certes, on veut une méthode expérimentale, mais donc comment on choisit au hasard nos deux groupes que l'on va comparer. Donc, il faut bien expliquer sur qui on veut collecter des données pour que la méthodologie choisie mesure bien un impact causal et qu'on ne capture pas autre chose. C'est là qu'on trouvera notamment les calculs de taille d'échantillon, souvent dans l'annexe des rapports parce que c'est un petit peu touffu et un peu technique. Donc, les mandataires sont rarement intéressés dans les détails techniques de ces calculs, mais ils sont bien présents. Et enfin, comme je l'ai dit, on va présenter en général la stratégie d'analyse des données. Par exemple, quelle approche de régression, autre approche, même si, comme je l'ai dit, en général, on analyse les données à l'aide de régression de différentes manières, mais souvent la régression est un élément central. Donc, comment veut-on analyser les données en adéquation avec la méthode d'évaluation d'impact choisie et l'échantillon sélectionné? Une petite remarque sur la description de la méthodologie dans un rapport. En général, la présentation de la stratégie d'analyse des données est assez technique, et c'est là qu'on va trouver le plus souvent une équation de régression qui ressemble un peu à l'exemple qu'on a donné ce matin. Vous voyez, on va dire, dans cette méthodologie, là où on explique comment on veut analyser les données, on va dire, on va vouloir expliquer l'impact sur Y, par exemple le revenu, à l'aide des variables, à l'aide de... donc, on va vouloir mesurer l'impact de l'intervention, puis on va rajouter d'autres variables dans l'analyse afin de contrôler pour ce qu'on a qualifié de facteurs de confusion ou de variables confondantes. Par exemple, on sait qu'il va falloir prendre en compte, quand on parle du revenu, il va falloir prendre en compte sûrement l'âge, peut-être le sexe, peut-être le revenu des parents, si on a des données là-dessus, le nombre d'années d'éducation, etc. Donc, dans la présentation de la stratégie d'analyse des données, c'est un peu technique, mais en général, vous trouverez une sorte d'équation comme ça qui explique comment on compte identifier l'impact causal du projet. Deuxième remarque, c'est que les éléments évoqués dans cette partie, donc la méthodologie d'évaluation d'impact choisie, la stratégie d'échantillonnage et d'analyse, normalement, ça doit clairement indiquer le type d'effet causal que l'on souhaite mesurer. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé il y a 2 ans, d'accord? Je vous fais un petit rappel, mais il y a différents types d'effets causaux, et notamment 2 grandes catégories ici sur lesquelles je vais insister. Tout d'abord, ce que l'on appelle l'effet de l'intention de traiter, intention to treat effect en anglais. Ça, c'est un effet qui est mesuré en général dans les évaluations d'impact expérimentales, dans les essais randomisés, et ça mesure l'effet d'être exposé au programme. C'est-à-dire que dans
dans un essai randomisé, on choisit au hasard les gens qui vont avoir accès au programme et les gens qui n'ont pas accès au programme. Mais parmi les individus qu'on a sélectionnés au hasard pour avoir accès au programme, il y en a un certain nombre qui peut-être n'y prendront pas part. Une fois qu'on les a sélectionnés pour le programme, on ne peut pas les forcer à y participer. Si c'est un programme de formation, une fois qu'on a choisi les candidats au hasard pour recevoir la formation, on ne peut pas les forcer à faire la formation. S'il y en a dans le tas qui préfèrent abandonner et faire autre chose, on n'a pas le choix et ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait que quand on va comparer nos deux groupes sélectionnés au hasard, on va comparer à un groupe de gens que l'on a sélectionné pour ne pas avoir la formation, à ce groupe-là, ce groupe de contrôle, on va comparer un groupe de traitement dans lequel il y aura probablement la plupart des gens qui auront fait la formation, mais peut-être aussi une partie qui auront décidé de ne pas la faire, même si on les avait choisis au hasard pour faire partie du programme, mais on ne peut pas les forcer. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'ils ont été exposés au programme. C'est-à-dire, ils avaient accès au programme, mais après, ils ont le choix d'y participer ou non. Et ça, c'est un type d'effet que l'on peut mesurer qui est particulièrement utile, et j'y reviendrai un peu plus tard, avant qu'il y ait des questions là-dessus. J'y reviens plus tard dans la partie sur les conclusions et les recommandations, c'est un aspect crucial. Donc j'y reviens, mais c'est un type d'effet qui est particulièrement utile pour les considérations politiques, et notamment les politiques publiques à grande échelle, notamment à l'échelle d'un pays. Le deuxième type d'effet causal qui est le plus communément mesuré, c'est ce qu'on appelle l'effet moyen du traitement sur les personnes traitées. À la différence de celui défini précédemment, cet effet moyen du traitement sur les personnes traitées mesure l'effet du programme pour ceux qui y ont vraiment participé. Donc, c'est un peu différent parce que rappelez-vous, dans le groupe de gens qu'on a sélectionné au hasard pour participer au programme, il y en aura une partie qui peut-être décide de ne pas participer parce qu'ils n'ont plus envie, parce qu'ils ont trouvé mieux à faire, ou peu importe la raison. Dans le premier cas, dans le cas de l'intention de traiter, on va prendre tous ces gens dans le même groupe et les considérer comme le groupe de traitement. Peu importe qu'ils aient suivi le programme ou pas, ils ont été sélectionnés au hasard, c'est notre groupe de traitement pour l'analyse. Dans le deuxième cas, quand on veut mesurer l'effet moyen du traitement sur les personnes traitées, on va définir ce groupe de traitement pour l'analyse seulement comme les personnes qui ont participé au programme. Et on va enlever de l'analyse, on les garde dans la base de données, en vrai, mais on enlève de l'analyse les gens qui n'ont pas participé au programme, et on se focalise vraiment uniquement sur ceux qui ont reçu le programme, dans l'exemple que je donnais, qui ont reçu la formation. Ça, ce type d'effet peut être mesuré, que ce soit dans les études d'impact expérimentales ou quasi expérimentales. Je passe un peu de temps sur le type d'effet qui est mesuré, parce que ça va être très crucial pour les conclusions et les recommandations. En fonction du type d'impact que l'on mesure, de la famille d'impact que l'on mesure, on ne va pas pouvoir tirer les mêmes conclusions et faire les mêmes recommandations. Je vois qu'il y a une question. Par rapport aux effets causaux des interventions lors des évaluations d'impact, il arrive d'avoir des bénéficiaires qui bénéficient de plusieurs interventions qui font quasiment la même chose, même si c'est via des approches différentes. De ce fait, il s'avère souvent difficile d'imputer la causalité à tel ou tel projet. Dans de pareilles situations, comment est-ce que les évaluateurs s'y prennent? Dans de telles situations, les évaluateurs sont en général bien embêtés. Et en réalité, en tout cas d'expérience, on essaie justement de se préparer à cette éventualité en amont pour être sûr que on va bien isoler l'effet de l'intervention que nous sommes par laquelle nous sommes intéressés. Dans ce type de situation, une des stratégies que l'on va privilégier, par exemple,
c'est d'abord de savoir si, s'il peut y avoir un groupe de gens qui n'ont accès qu'à l'intervention que l'on veut évaluer. C'est-à-dire, on est dans une région, comme vous le dites, il y a plusieurs interventions qui ciblent un peu les mêmes types de bénéficiaires, les mêmes types de populations. Mais il peut y avoir peut-être 1 ou 2 districts dans la région où il n'y aura que l'intervention du projet concerné par l'évaluation. Donc déjà, on va s'intéresser à ça. Est-ce que ça, c'est possible? Si ce n'est pas possible, une autre approche, c'est de dire, d'accord, on va prendre un groupe de gens qui ont tous accès à tous ces programmes qui ont cours dans la région. D'accord? Donc on considère un groupe de gens qui ont accès à plusieurs interventions dans la région. Et on va utiliser ce groupe pour notre étude, c'est-à-dire que notre groupe de traitement sera un groupe qui a accès à toutes les interventions, plus la nouvelle intervention que l'on souhaite évaluer. Et le groupe de comparaison aura aussi accès à toutes les interventions, sauf l'intervention que l'on souhaite évaluer. Dans ce cas-là, on a bien une situation où les deux groupes sont comparables. Ils bénéficient tous de tous les programmes en cours dans la région. La seule différence étant que dans un des deux groupes, ils ont en plus l'intervention que nous, on veut évaluer. Un des problèmes possibles avec cette approche, c'est que si les autres interventions, même si sur le papier, c'est une manière rigoureuse d'évaluer l'impact de notre intervention, le problème se pose si les autres interventions dans la zone se focalisent un peu sur les mêmes aspects. C'est-à-dire, si nous, on veut évaluer, disons, une intervention qui a trait, je ne sais pas, aux méthodes agricoles, donc c'est, disons, une intervention qui vise à former les agriculteurs locaux à de nouvelles techniques agricoles, et qu'à côté, on a aussi des interventions qui font de la distribution d'engrais et une intervention de Farmer Field School, comme on dit en anglais, donc de parcelles avec des parcelles de démonstration, par exemple, etc. Donc, si les interventions déjà en cours ressemblent beaucoup à celles que l'on veut évaluer, même si sur le papier, on a un groupe de traitement et de comparaison comparable parce qu'ils ont tous accès à toutes les interventions, sauf que le groupe de traitement a accès à, en plus, l'intervention qu'on souhaite évaluer. Mais si toutes ces interventions en cours ont un peu le même but et les mêmes objectifs, de toute façon, ce sera compliqué pour nous d'isoler les faits de notre intervention. Donc, ça, c'est des situations qui arrivent. En général, on essaie justement de bien se renseigner avant. C'est là qu'on compte beaucoup sur la connaissance du contexte local par les équipes qui mettent en place ces projets, puisque ça, d'expérience, les équipes qui mettent en place les programmes sont au courant de ça. Justement, ils savent si les bénéficiaires ciblés par leur propre programme font déjà partie d'autres programmes, que ce soit des programmes mis en place par d'autres institutions internationales, des ONG, voire le gouvernement. Mais oui, c'est une question pratique qui peut causer des nœuds au cerveau, comme on dit. Bien. Donc, dans la partie du rapport qui expose la méthodologie d'évaluation d'impact envisagée, on doit pouvoir comprendre quel type d'impact on cherche à mesurer. Et ça doit nous préparer au type de recommandations qu'on va pouvoir faire sur la base de nos résultats. On y reviendra dans un petit moment. C'est aussi la section, c'est aussi l'endroit du rapport, normalement, où on doit présenter le plan B. C'est-à-dire que, disons, ce qui se passe parfois, c'est qu'on avait envie de faire un essai randomisé, mais on dit dans le rapport, si jamais ça ne marche pas, ou bien cette approche n'a pas fonctionné, donc plan B, on se rabat sur une autre approche. Ensuite vient en général une description de la collecte de données, où on va trouver une description des outils de collecte de données utilisés. Donc, quel type de questionnaire, quel type de questions
sont posées, les grilles d'entretien qualitatifs qui ont été préparées, etc. On décrit en général aussi le processus de contrôle qualité des données utilisées et on décrit en général le résultat de la collecte de données, c'est-à-dire est-ce qu'on a réussi à enquêter le nombre de cibles envisagées dans la stratégie de base? Est-ce qu'on a atteint non seulement le nombre de cibles, mais aussi le type de cible envisagée, puisque comme vous le savez, souvent dans les évaluations d'impact, on est aussi intéressé sur des impacts différenciés par sous-groupe. Même si dans les programmes de formation professionnelle pour les jeunes, par exemple, on est ensuite souvent intéressé entre la différence d'impact peut-être pour les hommes et les femmes. Donc ici, dans la collecte de données, on va faire en sorte d'essayer d'avoir des hommes et des femmes représentés dans notre échantillon. Et donc, quand on parle de la collecte de données dans le rapport, on va essayer d'expliquer est-ce qu'on a bien non seulement fait le nombre d'enquêtes totales que l'on escomptait, mais est-ce qu'on a bien aussi, par exemple, interviewé, enquêté des hommes et des femmes comme c'était prévu. Donc, en somme, on essaie d'expliquer si on a dévié du plan initial, si oui, pourquoi, et s'il y a des déviations du plan initial, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que notre étude d'impact soit toujours pertinente et rigoureuse. Donc, les éléments couverts jusqu'à présent dans un rapport doivent nous permettre de comprendre à quelles questions clés on souhaite répondre avec cette évaluation d'impact. Ça doit nous permettre de comprendre la méthode que l'on souhaite, qui va être utilisée pour mesurer cet impact et le type d'effet qu'on va mesurer. Ça doit nous permettre de comprendre aussi si l'on a pu collecter les données comme prévu et s'il y a ou non des déviations par rapport au plan initial. Une fois qu'on a tous ces éléments, tout ça, ça nous permet de contextualiser l'évaluation d'impact et d'approcher les résultats avec avec un esprit critique. Parce qu'à ce stade-là, moi, si j'ai lu un rapport jusque-là, je n'ai pas encore regardé les résultats et les conclusions. Je n'ai même pas regardé les statistiques descriptives. À ce stade-là du rapport, je devrais déjà pouvoir comprendre, OK, quelles sont les limites de l'approche? Est-ce qu'on a dévié du plan initial? Est-ce que cela a des conséquences sur notre capacité à répondre aux questions d'évaluation prévues, etc. Donc, à ce stade-là, on doit pouvoir déjà avoir une idée de tout ça. Donc, il y a une nouvelle question dans le chat. Question d'Alexandre. Pour des programmes, est-il possible pratiquement de combiner des études pour pouvoir dissocier les données lors des traitements et analyses? Possible de combiner les études. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, Alexandre. Qu'est-ce que vous entendez par dissocier les données lors des traitements et analyses? Je ne suis pas sûr de bien comprendre ça. Désolé, il y a un mot qui a sauté. Je voudrais juste dire pour des programmes, en fait, pour 2 à 3 programmes distincts, est-ce qu'on peut en pratique combiner les études et puis après essayer de dissocier de façon pratique? Alors, oui. Alors, c'est une question intéressante qui est liée un petit peu à ce qu'on avait avant. Si ce sont des programmes vraiment différents, mis en place par des organisations différentes, etc., ça me paraît très compliqué. Par contre, ce qui est possible, ce qui se fait, c'est une méthode d'approche expérimentale, en fait, qui existe dans le cas où on a un programme dans lequel on a différentes versions. J'ai donné un petit exemple de ça hier, où je disais, par exemple, on peut avoir un programme de formation professionnelle où on offre une formation professionnelle avec certaines heures de cours théoriques, de cours pratiques, etc. Un petit examen à la fin, etc. Et, dans certains cas, on offre, en plus de cette formation de base, on va offrir, par exemple, un suivi personnalisé. Donc, il y aura un agent de terrain qui suivra particulièrement le bénéficiaire, qui suivra ses progrès, qui l'aidera à se remettre à niveau sur certains aspects si nécessaire, etc. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment 2 programmes distincts, mais ça reste quand même 2 versions distinctes du même programme. Et là, on peut avoir
un design expérimental qui nous permet d'évaluer quelle version du programme est la meilleure. Par exemple, ça, c'est une approche possible. Le problème que je vois avec ce que vous suggérez, de combiner les données avec différents programmes possibles, c'est encore une fois, d'une part, la capacité à vraiment distinguer l'effet d'un seul de ces programmes si on combine l'évaluation de plusieurs programmes. Donc, est-ce qu'on va vraiment pouvoir distinguer au final l'effet des programmes individuels si on collecte les données, par exemple, sur les mêmes personnes? D'accord? Et l'autre question, c'est aussi si jamais on a une espèce d'étude comme ça, unifiée de plusieurs programmes, il va nous falloir a priori beaucoup de données sur beaucoup de gens pour pouvoir justement mesurer de manière certaine l'impact de ces différents programmes. Donc, en pratique, ça me paraît compliqué vraiment d'évaluer des programmes très très différents mis en place par différentes agences sous la même ombrelle. Mais quand ce sont des programmes, disons, on va dire des programmes cousins, mis en place par la même organisation, des programmes qui sont en fait un peu la même chose mais avec différentes versions, ça c'est tout à fait possible. Ça c'est tout à fait possible. Bien, donc à ce stade de notre rapport, on est déjà capable normalement on va pouvoir être capable d'avoir une approche critique des résultats. Maintenant, on s'attaque à quelque chose un peu plus concret qui vont être la partie sur les statistiques descriptives. D'accord? Donc, dans tout rapport, une fois qu'on a présenté les données, là, on va les décrire. Okay. Gaston, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien. Alors, les tableaux de statistiques descriptives se présentent ici. J'ai un exemple à gauche d'un tableau qui vient d'un rapport d'évaluation d'impact comme on produit, et l'autre tableau vient d'un article académique qui est publié sur, pareil, une évaluation d'impact. Donc, je vais expliquer un peu ce qui se passe ici. Donc, ce qu'on trouve en général dans ces tableaux de statistiques descriptives, ça va être d'une part les caractéristiques principales de l'échantillon, donc de tout l'échantillon d'études sur lequel on a collecté des données. Caractéristiques principales telles que l'âge, le sexe, l'éducation, le revenu, est-ce que la proportion de population urbaine ou rurale, etc. Donc différentes caractéristiques d'intérêt pour le projet et pour l'évaluation. Et ensuite, en général, dans la partie des statistiques descriptives, dans le cadre des évaluations d'impact, puisque au bout du bout, on va être intéressé par la comparaison entre deux groupes, en général, déjà au stade des statistiques descriptives, on va présenter les caractéristiques principales moyennes des deux groupes, du groupe de traitement et du groupe de comparaison, et on va comparer ces moyennes avec un test statistique exactement le même genre de test que l'on a fait, que l'on a utilisé hier et aujourd'hui pour comparer les moyennes dans les exemples un peu plus simples que l'on utilisait dans les présentations. Encore une fois, dans la partie des statistiques descriptives, pour bien comprendre quel est le groupe de traitement et quel est le groupe de comparaison, il faut certainement, en général, se référer à la partie où les évaluateurs expliquent la méthodologie adoptée pour bien comprendre comment sont définis le groupe de traitement et le groupe de comparaison. Donc, dans les caractéristiques principales de l'échantillon, un tableau de statistiques descriptives dans un rapport va souvent se présenter comme tel. On va présenter en général pour chaque variable du tableau la moyenne dans l'échantillon. Donc ici, on voit par exemple que l'on a 50% de filles dans notre échantillon, que l'âge moyen est de 12,8 années, etc. etc. On va regarder la moyenne dans l'échantillon pour chaque variable. Et ensuite, comme on l'a vu hier, on va en général, en complément
des valeurs moyennes rapporter une mesure de dispersion. Le plus souvent, et je dis le plus souvent pour ne pas dire tout le temps, mais je pense que 99% ou plus des rapports vont rapporter l'écart type dans l'échantillon en dessous de la moyenne. Donc, je vous renvoie à ce qu'on a couvert hier sur les statistiques descriptives par rapport à l'écart type et à la moyenne, mais voilà, c'est en général ce qu'on va trouver dans un tableau de statistiques descriptives dans un rapport. On va voir un tableau avec toute une liste de variables et pour tout l'échantillon concerné, les valeurs moyennes et en dessous l'écart type. Les caractéristiques de l'échantillon sont parfois utilisées pour comparer notre échantillon d'études à la population générale. Il faut prendre des pincettes quand on fait ça parce que le choix de la population à laquelle on va comparer notre échantillon est très important. Si, par exemple, on veut évaluer un programme qui cible des gens défavorisés, l'échantillon que l'on utilise pour notre évaluation d'impact, a priori, va se focaliser sur des gens défavorisés. Et donc, comme la population d'intérêt pour notre évaluation d'impact est spécifique, on parle de la population des gens les plus défavorisés. Si on la compare à la population générale dans le pays, par exemple, si on la compare aux statistiques nationales dans le pays, effectivement, on va avoir des grandes différences parce que la population dans son ensemble dans le pays regroupe à la fois des gens défavorisés et des gens moins défavorisés. Donc, quand on veut comparer notre échantillon d'études à une population plus large, il faut faire attention au choix de la population à laquelle on le compare. Ensuite, en plus des présentations des statistiques, des caractéristiques de l'échantillon complet, on va souvent trouver une comparaison des groupes. Comme je l'ai dit, on va trouver deux colonnes en général, une pour le groupe de traitement, une pour le groupe de comparaison. Elles sont structurées de la même manière que pour celle de l'échantillon complet, c'est-à-dire qu'elle rapporte la valeur moyenne pour chaque groupe et l'écart type pour chaque groupe. Et en général, une autre colonne va rapporter le résultat d'un test statistique d'égalité des moyennes entre les deux groupes. Le même genre de test que l'on a fait, où l'hypothèse nulle est de dire que la moyenne est la même entre les deux groupes. Par exemple, dans notre cas ici, on voit que dans le groupe de traitement, nous avons 46,7% de filles, et dans le groupe de comparaison, nous en avons à peu près 52%. Par contre, on voit que l'âge moyen est très similaire dans les deux groupes, et on pourrait procéder comme ça en comparant les moyennes, les caractéristiques moyennes dans les deux groupes. Est-ce que ces différences sont statistiquement importantes, statistiquement significatives? En général, on utilise un test statistique qu'on appelle le test du T de student, c'est le type de test que l'on a utilisé déjà. Et alors ici, ça va dépendre du type de rapport et des préférences de l'évaluateur, mais souvent, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va indiquer la différence de moyenne entre les deux groupes, d'accord? Donc, on calcule la différence entre la colonne 3 et la colonne 4 ici. Et ensuite, on va indiquer comment conclure pour le test avec des petites étoiles. Et là, ça peut paraître très simple et très basique, mais je veux bien insister là-dessus. C'est pourquoi il faut toujours se référer à la note explicative qui accompagne les tableaux. Parce que dans cette note explicative, on trouve en général beaucoup d'informations sur la structure du tableau, quel type d'informations sont présentées et aussi comment interpréter ces tests statistiques qui sont rapportés dans le tableau. Dans ce cas-là, la note explicative dit la chose suivante. La colonne 5 présente la différence entre le groupe de traitement et le groupe de comparaison. Et ensuite, elle nous explique qu'il y a différents niveaux de significativité. Donc, qu'une étoile montre une valeur P
inférieur à 0,1, inférieur à 10%, que 2 étoiles montrent que la valeur P du test est inférieure à 5%, et que 3 étoiles vont montrer que la valeur P du test est inférieure à 1%. Donc ça, une fois qu'on a cette convention, une fois qu'on comprend comment fonctionnent ces petites étoiles, nous, on peut du coup interpréter notre test. Juste pour être sûr que tout le monde comprend bien ce que je dis, dans ce tableau, la note explicative nous dit que voilà, les petites étoiles indiquent, comment la valeur P se compare à différents seuils de significativité. Donc, pour être clair, cette note, ce qu'elle nous dit, elle dit ceci. Si on a une étoile, ça indique que la valeur P du test est inférieure à 10%. En d'autres termes, si on a une étoile, on peut rejeter l'hypothèse nulle du test avec un niveau de confiance de 90%. Si l'on a 2 étoiles, on peut rejeter l'hypothèse nulle du test avec un niveau de confiance de 95%. Et avec 3 étoiles, on peut rejeter l'hypothèse nulle du test avec un niveau de confiance de 99%. En gros, plus il y a d'étoiles, plus le degré de confiance est élevé. Une remarque importante à ce stade, encore une fois, de bien lire la note explicative, parce que même si l'utilisation des étoiles pour signifier le résultat des tests statistiques est très commune, et que la convention présentée ici est aussi la plus répandue, c'est-à-dire plus il y a d'étoiles, plus on est sûr de notre conclusion. Même si tout cela est très commun et très répandu, il peut toujours y avoir des cas où les auteurs du rapport utilisent d'autres conventions. Des fois, on utilise d'autres symboles que les étoiles, des fois, on utilise une convention un petit peu différente, donc il faut toujours bien prendre soin de lire la note explicative. Donc, revenons à notre tableau. Donc, notre colonne 5, elle nous montre la différence de moyenne entre les deux groupes, et les petites étoiles vont nous montrer si cette différence est significative ou non. Donc, avec tout ça, est-ce que quelqu'un parmi vous est capable de me dire si les deux groupes ont des différences significatives par rapport à certaines de leurs caractéristiques? Et si oui, lesquelles? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce Pas de que volontaire, Salou, vraiment? Ah, allez-y. est-ce que Salou, ah ça c'est Baro. Hein. Ah, Est-ce que Salou veut se lancer? Salou Moumouni. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? C'est juste, voilà, vous essayez et puis on va corriger ensemble. Ou bien Faye, Luc, Dio, Faye ou Faye, j'espère que je ne massacre pas le nom. Oui, c'est Faye. Oui, Faye. Allez-y, Faye. Essayez. La question, c'est de savoir, est-ce que les deux groupes présentent des différences significatives? Donc, allez-y, Faye. Qu'est-ce que vous pensez? Allô? ah, quelqu'un? Oui, allez-y. Oui, je constate qu'il y a une différence au niveau de l'indice condition d'accès physique à l'école. OK. Et donc, il y a une C'est-à-dire que- différence. Oui, OK, ici, là, négatif. oui, ici, oui, ici. Et donc, mais est-ce que cette différence est significative statistiquement, à votre avis? Comparé aux autres données, c'est significatif. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que on est de moins 0,05 à Alors 0,0. attention,
Ici, le chiffre que l'on voit ici, ce n'est pas la valeur P. Le chiffre que l'on voit ici, c'est la différence entre les deux colonnes ici. C'est la différence de moyenne. D'accord? Dans ce tableau, on n'a pas la valeur P. D'accord? Par contre, on a des petites étoiles qui nous indiquent quelle était la valeur P du test et comment elle se compare aux différents seuils de significativité. Voilà, donc je vais essayer ici, parce que ici, peut-être pour la première ligne, on a en fait 2 étoiles et en se référant en fait, à la note explicative, on considère que partout on a 2 étoiles. En fait, on peut considérer qu'en fait, il y a une différence significative entre les 2 traitements, avec en fait ici un niveau de confiance de 95%. Si on se réfère en fait aux explications qui ont été fournies au niveau de la note explicative. Parce que là, on a 2 étoiles. Et donc, on aboutit à cette conclusion-là. Voilà. Donc, la proportion de filles et de garçons dans les deux groupes est différente et d'après le test, cette différence est significative. Est-ce qu'il y a d'autres variables pour lesquelles le groupe montre des différences significatives? Bon, là, je n'en vois pas, hein, parce que c'est la seule ligne où je retrouve en fait des étoiles. Exactement. Là où il n'y a pas d'étoiles, merci beaucoup Luc, là où il n'y a pas d'étoiles, ça veut dire qu'a priori, ces différences qu'on a mesurées, elles existent. Il y a une différence de moyenne. L'âge moyen, par exemple, dans le groupe de traitement est 0,07 années supérieur à l'âge moyen dans le groupe de comparaison. Mais notre test dit que cette différence, en fait, virtuellement, elle n'existe pas dans la population. C'est-à-dire que le test que l'on a effectué ici dit que cette différence de 0,07 ans entre les deux groupes n'est pas statistiquement significative. Je vous laisse digérer un peu ça, on va continuer à avancer parce qu'on a pas mal de choses à couvrir encore. Et on va revenir encore sur l'interprétation des petites étoiles. Donc, en général, dans un rapport d'évaluation d'impact, on va trouver tous ces éléments dans la zone des statistiques descriptives. Et donc, on va décrire l'échantillon général et on va décrire les deux groupes et les comparer de manière moyenne. On va comparer leurs caractéristiques moyennes. Le nombre d'étoiles nous permet de juger si les différences entre les deux groupes sont statistiquement significatives ou non. Et encore une fois, j'insiste, il faut bien lire les notes explicatives des tableaux au cas où le nombre d'étoiles serait utilisé de manière différente ou au cas où on utiliserait différents critères. Je passe un peu sur ces aspects parce que il faut que l'on avance et je vais me pencher maintenant sur comment lire les tableaux de résultats d'une analyse parce que là aussi, en général, ça peut être un petit peu déstabilisant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais devoir passer assez vite là-dessus parce que j'aimerais quand même dire un mot sur les conclusions et les recommandations. Donc, je vais passer assez vite là-dessus, mais encore une fois, toutes ces slides seront partagées avec vous et vous aurez tout le loisir de vous y attarder un petit peu plus longuement. Donc, une fois qu'on a passé toute l'exposition de la méthodologie, du contexte de l'évaluation, des statistiques descriptives, on arrive en général aux résultats de l'analyse. Donc, les résultats de l'analyse sont en général présentés dans des tableaux qui peuvent avoir ce type d'aspect, ce qui peut être assez déstabilisant. Mais première chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est dans quel sens est présenté le tableau. Ça paraît bête comme ça, mais vous verrez que selon le type de rapport, selon le type d'impact mesuré, etc., les résultats peuvent être présentés de manière différente. Notamment, on va trouver les variables de résultats soit organisées en ligne, soit organisées en colonnes. Donc d'abord, s'intéresser à comprendre la structure du tableau, c'est-à-dire à quoi correspondent les lignes et les colonnes. Encore une fois,
bien lire la note explicative. Les notes explicatives, en général, doivent indiquer quelle est la structure du tableau, qu'est-ce qu'on présente dans le tableau, qu'est-ce qui est en ligne, qu'est-ce qui est en colonne, etc. Comment lire les tests statistiques dans le tableau. Tout ça, normalement, est expliqué dans la note, donc toujours bien lire la note. Maintenant, dans un tableau de résultats, on doit trouver différents éléments et je vais maintenant les mentionner assez vite parce qu'on est déjà au-delà du temps imparti et on a pas mal de choses à faire aujourd'hui encore. Donc, je vais les mentionner assez vite afin de pouvoir parler ensuite des conclusions et des recommandations. Tout d'abord, on va trouver le nom de la variable de résultat pour laquelle l'impact est mesuré. Ici, dans le tableau du dessous, par exemple, on voit qu'on a mesuré l'impact pour 3 variables de résultat. Les revenus totaux du ménage par tête, les revenus totaux par tête donc annualisés, les revenus totaux du ménage par tête mais du mois dernier, et les dépenses totales annuelles du ménage par tête. Dans l'autre cas, on a les variables de résultats organisées en ligne, et ici, on a estimé l'impact pour des variables, 3 variables de résultats toujours, mais dans ce cas-là, la compréhension orale du français, la capacité à lire le français et le nombre de jours d'absence de l'école sur les 2 dernières années. Ensuite, quelle est la valeur estimée de l'impact? Ça peut être présenté, encore une fois, de différentes manières, mais en général, on va trouver soit la valeur de l'impact estimé sera indiquée en général par le type d'impact qui est estimé. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y avait 2 grandes catégories d'impact. L'effet de l'intention de traiter, qui s'appelle Intention to Treat, ou alors ITT en anglais, c'est ce qui est indiqué ici, ou bien l'effet moyen du traitement sur les personnes traitées, c'est-à-dire Average Treated Effect on the Treated, Treatment Effect on the Treated, ou ATT en anglais, c'est ce qui est présenté ici dans le tableau du dessus. Donc, c'est dans ces lignes ou dans ces colonnes où sera indiqué soit le type d'impact estimé, soit le nom, soit ce sera marqué impact ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on trouvera la valeur de l'impact. Cette valeur, elle est trouvée grâce à une analyse de régression qui nous permet d'estimer la pente de la fameuse droite dont on parlait ce matin. La magnitude de l'impact estimé, donc ce qu'on trouve ici dans cette ligne, par exemple, sur le tableau du dessous, est en général accompagné d'une mesure de précision de l'impact estimé. Le plus souvent, ce qu'on appelle l'erreur type. Parce que pour les statisticiens et les économétriciens aguerris, tels que les experts du centre du C4ED, avec la magnitude de l'impact et l'erreur type de l'impact, avec un coup d'œil, normalement, on doit pouvoir juger assez rapidement de la significativité des résultats. Mais ça, c'est pour ceux qui sont un peu aguerris. Donc, encore une fois, il faut bien lire les notes explicatives pour savoir quel type de mesure de précision de l'impact est rapporté. Ensuite, en général, et ça c'est très très important, on va trouver ces petites étoiles dont on a déjà parlé. Et ça, elles vont indiquer comment conclure pour le test de significativité de l'impact estimé. C'est-à-dire, ces petites étoiles nous indiquent comment la valeur P du test de significativité se compare aux différents seuils de 10%, 5% et 1%. En d'autres termes, s'il y a plein d'étoiles, plus il y a d'étoiles, plus on est confiant que le projet a eu un impact. Voilà, pour faire court. Si on n'a aucune étoile, on n'est pas du tout confiant que le projet a eu un impact. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle que l'impact est différent de 0. Si on a une étoile ou plus, on peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure que l'impact est différent de 0, avec plus ou moins de confiance, de certitude, selon le nombre d'étoiles. Un message. Pardon. Bien. Un autre élément commun
dans les tableaux de résultats, c'est un point de référence. En général, on va rapporter la moyenne du groupe de contrôle, la moyenne du groupe de comparaison. À quoi ça sert? C'est que ça permet de juger de l'importance économique d'un impact. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé des étoiles, d'accord? Donc plus il y a d'étoiles, plus on va être sûr que notre projet a eu un impact. Très bien. Mais est-ce que cet impact, en magnitude, est-ce que l'ampleur de cet impact est importante pour la vie des bénéficiaires? D'accord? On donnera un petit exemple de ça un peu plus tard. Enfin, on va aussi trouver en général la taille de l'échantillon utilisé dans l'analyse, soit en ligne, soit en colonne, ça dépend de la structure du tableau, et en général, elle va être indiquée par la mention nombre d'observations, ou N, ou taille de l'échantillon, ou OPS, ça va dépendre, mais en général, on trouvera ça aussi dans les tableaux de résultats, pardon. On peut maintenant se tourner enfin vers les conclusions. Je sais que je suis passé un petit peu vite sur tout ça, mais vous aurez l'occasion de revenir là-dessus chez vous à tête reposée. 3 éléments clés dont il faut se rappeler lorsqu'on formule des conclusions et des recommandations pour une évaluation d'impact. La taille des effets mesurés, le type d'impact mesuré, et ensuite la validité interne ou externe des résultats. Je vais expliquer ce que chacun de ces concepts veut dire. Tout d'abord, la taille des effets. Donc, on reprend mon tableau. Ici, ce sont des résultats préliminaires qui viennent d'une étude réelle qui a été faite, pas dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'Europe pour l'Afrique, mais dans le cadre d'un autre projet. Et c'était un programme de formation et de soutien à l'adoption de nouvelles activités génératrices de revenus adaptées au changement climatique. Et donc ici, on a mesuré l'impact de ce programme, notamment sur les mesures de revenus et de dépenses du ménage. Tiens. Si on regarde l'impact du programme sur le revenu total du ménage par tête, le revenu annualisé, on voit que j'ai 3 étoiles. 3 étoiles, ça veut dire que j'ai un degré de confiance, je peux dire, en étant avec 99% de certitude, que l'impact mesuré est bien différent de 0. Donc, je suis très confiant que le programme a bien eu un impact. Donc, les bénéficiaires du programme, en tout cas ceux qui ont été exposés au programme, ont connu une augmentation de revenus de 14 000 unités grâce au programme. Si je compare à mon point de référence, la moyenne dans le groupe de contrôle, ça veut dire que grâce au programme, il y a eu une augmentation de revenus de plus de 40%. Une augmentation de revenus de 40%, c'est quand même assez énorme. Donc, on peut considérer que l'impact de ce programme a été vraiment très large dans la vie des bénéficiaires et très important. En plus, c'était en accord avec les effets escomptés par l'équipe du projet qui espérait à la base un gain de revenus pour les bénéficiaires du programme d'environ 15 000 unités par an en moyenne. Donc, non seulement l'impact mesuré est très significatif statistiquement, en plus, a priori, c'est une magnitude d'impact qui fait vraiment une différence dans la vie des bénéficiaires. Et enfin, c'est en accord, en adéquation avec les prévisions, en tout cas avec ce qu'espérait l'équipe du projet. Donc, jusqu'à présent, c'est pas mal. Cependant, est-ce qu'on peut vraiment dire que le programme est un franc succès? Et c'est là que le contexte et les connaissances du projet sont vraiment importantes. Parce que ce que nous, on sait de ce projet, c'est que les bénéficiaires du projet ont aussi reçu un soutien financier, d'accord, pour les aider à adopter ces nouvelles techniques, ces nouvelles activités génératrices de revenus. Comme on a mesuré les effets de ce programme au bout d'1 an seulement, ce soutien financier que les bénéficiaires ont reçu, il est inclus dans notre mesure du revenu que l'on utilise pour juger des impacts du programme. Donc, il est possible que l'impact réel du programme à plus long terme soit différent, c'est-à-dire
Même si, à ce stade-là, on peut se dire que le programme a un impact très large en magnitude, le fait est que le contexte du programme, à cause du contexte du programme, on sait que dans cet impact, il y a un petit peu un mélange. C'est-à-dire non seulement ça doit être l'impact du programme, mais c'est peut-être juste l'impact du soutien financier qu'ont reçu les ménages pour adopter ces nouvelles activités génératrices de revenus. Et si c'est le cas, cette mesure-là, en tout cas cette étude-là, ne nous permet pas de conclure quant à l'impact du programme à plus long terme, une fois que ce soutien financier sera terminé. D'accord? Donc encore une fois, la taille de l'effet est très très importante, mais il faut bien se rappeler du contexte du programme. Les résultats ne s'interprètent pas juste ex nihilo, comme ça, en regardant le tableau et la note explicative. Ah, c'est bon, j'ai tout compris. Non, non, il faut bien lire les autres, il faut bien avoir en tête les autres aspects de l'étude. Donc, avoir des résultats statistiquement significatifs ne fait pas tout. Il faut bien contextualiser la taille des impacts mesurés. Type d'impact mesuré, on en a parlé tout à l'heure. Petit rappel, l'effet de l'intention de traiter, c'est l'effet d'être exposé au programme. L'effet moyen de traitement sur les personnes traitées, c'est l'effet de participer au programme. Les recommandations qu'on va pouvoir formuler dépendent du type d'effet mesuré. Par exemple, imaginez qu'on recommande de mettre à l'échelle un programme sur la base d'une étude qui a mesuré l'effet moyen du traitement sur les personnes traitées. À ce moment-là, si on émet cette recommandation, il faut bien préciser que l'impact que l'on a mesuré est valide pour une population dans laquelle tout le monde participe au programme, puisqu'on a mesuré le deuxième type d'effet, là, qui est l'effet de participer au programme. D'accord? Non pas l'effet d'avoir été sélectionné pour participer à un programme et ensuite on y participe ou pas, selon notre propre choix, mais là, c'est bien l'effet de participer au programme. C'est très crucial de le préciser parce que j'ai vu qu'il y avait une question, je finis juste là-dessus, merci. C'est très crucial de le préciser parce que pensez un peu aux situations dans lesquelles on met en place une grande politique publique. D'accord? Une politique de bénéfice social accessible à tous. Le gouvernement met ça en place. Lorsqu'il regarde les effets de cette politique, il veut voir les effets que ça a de manière générale, sur tout le pays, sur toute la population. Sauf que quand on regarde l'effet que cette politique a sur toute la population de manière générale, on prend en compte qu'il y a une partie de la population qui ne bénéficiera pas de cette politique publique, soit parce qu'elle n'y est pas éligible, soit parce que parfois les gens ne se saisissent pas de l'aide qui leur est proposée, ou ils la refusent, etc. Et donc, l'effet de ce programme, de cette grande politique publique nationale, l'effet au niveau du pays, ce n'est pas le même effet, que l'on mesure si l'on se concentre uniquement sur ceux qui bénéficient de cette aide. Donc, il faut bien préciser, quand on émet cette recommandation, que dans notre étude, on a mesuré un impact dans un scénario où tout le monde participe au programme. Et donc ça va être important pour le gouvernement à qui l'on émet nos recommandations, puisque eux, ce qui les intéresse peut-être, c'est les effets globaux du programme, peu importe de savoir exactement qui y participe ou pas. Il y a aussi une question dans le chat, Marc. Oui, si ça ne vous dérange pas, j'ai vu qu'il y a quelques questions et des mains levées. Si ça ne vous dérange pas, je finis là-dessus. J'ai plus grand-chose à dire là. Donc, je finis sur le dernier point, d'accord? Et ensuite, je reviens vers vous. Je sais qu'il y a André qui a posté dans le chat et que Gaston a la main levée. Donc, je finis juste là-dessus et je reviens vers vous tout de suite pour les questions. Le dernier aspect que l'on doit garder en tête lorsqu'on fait des recommandations, c'est ce qu'on appelle la validité interne ou externe du projet.
des impacts mesurés. Pardon, excusez-moi. Ce qu'on appelle la validité interne, c'est le degré de confiance dans le fait que l'impact que l'on a mesuré est bien l'impact réel dans la population d'intérêt. En d'autres termes, si on évalue un programme de formation professionnelle offerte aux jeunes dans des centres de formation professionnelle dans une certaine région en Guinée, nos résultats ont ce qu'on appelle une validité interne si on considère qu'ils sont fiables pour cette population particulière, c'est-à-dire les jeunes Guinéens de cette région qui sont éligibles à ce programme. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la validité interne. Celle-ci dépend de tous les facteurs dont on a parlé, c'est-à-dire la conception de l'étude d'impact, l'échantillonnage, la qualité des données, l'analyse, l'approche d'analyse de données adoptée, etc. À cela, il faut discuter de la validité externe des résultats. Ça veut dire que l'impact que l'on a mesuré peut être généralisé à plus grande échelle. Dans l'exemple de ce programme de formation professionnelle que j'ai pris, que l'on offre aux jeunes dans une certaine région en Guinée, la validité externe nous pose, les considérations de validité externe, on se pose ces questions-là. Est-ce qu'on peut considérer que l'impact mesuré dans cette région spécifique serait le même dans une autre région du pays? C'est-à-dire si les effets qu'on a mesurés pour ce programme-là, dans une région spécifique, si on refait ce programme dans une autre région, est-ce qu'on mesure vraiment les mêmes impacts? D'accord. Ou bien, est-ce que ces impacts sont valides si jamais on étend le programme à tout le pays? D'accord. Ça, voir si on étend le programme dans un autre pays ou dans un autre contexte socio-économique et culturel. Une évaluation d'impact rigoureuse et faite avec succès a en général une validité interne. On peut presque considérer que la validité interne d'une étude, c'est presque une caractéristique technique d'une évaluation d'impact. Selon la méthodologie utilisée, les données collectées, est-ce qu'on a les déviations par rapport au plan initial, etc. On doit pouvoir juger de manière quasi objective de la validité interne d'une étude. Par contre, la validité externe d'une évaluation d'impact, elle est très difficile à établir. On doit argumenter, on doit la défendre, on doit expliquer pourquoi les impacts que l'on a mesurés dans un contexte particulier, pourquoi on pense que ces impacts seraient les mêmes si on faisait ce programme dans un autre contexte, dans une autre région, dans un autre pays, sur une autre population, etc. etc. Et pour les considérations de validité externe, c'est là où, par exemple, la triangulation des résultats par une étude qualitative est importante. Je ne dis pas que les études qualitatives permettent nécessairement d'établir la validité externe des résultats, mais en tout cas, les études qualitatives permettent de comprendre un peu mieux comment marche l'impact du programme, comment marche le programme, et quels aspects spécifiques du contexte ont pu conduire aux impacts mesurés. Et dans cette mesure-là, si on comprend bien quels aspects spécifiques du contexte ont conduit aux impacts mesurés, on peut peut-être essayer d'argumenter en disant on pense qu'on pourrait mesurer ces impacts, on pourrait observer le même type d'impact dans un autre contexte, puisque on a compris que dans le cadre de cette étude-là, c'était tel et tel facteur qui étaient les plus importants. Tous ces différents points que j'ai mis en exergue reflètent plus globalement ce qu'on va catégoriser comme les limites d'une évaluation d'impact. D'accord ? Ces différentes limites, elles peuvent être dues à la méthodologie adoptée, aux données collectées, etc. Donc, tout ce que j'ai mentionné ici, la taille de l'effet, la validité interne ou externe, le type d'effet mesuré, tout ça, c'est ce qu'on appelle des fois les limites de l'évaluation d'impact. Si on a mesuré l'effet sur une population qui a strictement participé au programme, ça veut dire qu'on ne peut pas donner de recommandations
sur l'effet d'un tel programme pour une population où il y aurait un mélange des deux, où il y aurait une partie qui participerait et l'autre partie non. Si l'on a mesuré un effet sur spécifiquement un effet d'un programme de formation professionnelle des jeunes dans une région spécifique de Guinée, c'est très probable que mes impacts mesurés dans ce cadre-là soient différents de ce que je pourrais attendre si je faisais le même programme de formation professionnelle pour les jeunes en France, par exemple. Donc, tout ça, tout ce dont je parlais ici, c'est essayer de comprendre comment, dans un rapport d'évaluation d'impact, on explique bien ce qu'on est en train de mesurer et que tout cela va contraindre aussi les conclusions et les recommandations que l'on peut apporter. J'insiste un peu là-dessus parce que je sais que des fois, du côté de nos mandataires ou du côté des équipes projets qui nous accompagnent dans les évaluations d'impact, il y a un peu de frustration parce que nous, on est très tempérés et on s'en tient vraiment strictement à ce qu'on est en droit de dire en ayant suivi la méthodologie, la collecte des données, etc. Tout cela, tous ces aspects nous permettent de dire certaines choses et ne nous permettent pas d'en dire d'autres. Et je sais que des fois, du côté des gens avec qui on travaille, il y a un peu de frustration. Ils disent oui, mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que… Et nous, on est souvent obligés de s'en référer au côté méthodologique, au cadre conceptuel de l'étude, en disant non, étant donné la manière dont on a conçu cette étude, étant donné ce que l'on a dit que l'on mesurerait, étant donné le type d'impact que l'on a mesuré, étant donné le contexte de l'évaluation, il y a certaines choses qu'on peut dire, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Il y aurait encore pas mal de choses à dire. Je vous laisse pour l'instant avec cette slide, avec les différents points clés de cette dernière présentation. Et je me tourne donc tout d'abord vers la question d'André dans le chat. Gaston, je ne vous ai pas oublié. Comment apprécier la durée approximative de l'impact après le projet? Pour cela, il faut des études de long terme. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Si on veut si on veut une approche objective, il faut mesurer les impacts plusieurs années avec un temps assez long à la fin du projet. Je pondérerai mon propos en disant ceci. Ça dépend aussi de la théorie du changement du projet. Dans une théorie du changement, on articule différents blocs, on articule différentes choses qui doivent s'imbriquer pour créer un impact de long terme. Imaginons que dans notre théorie du changement, on dit l'impact de long terme, c'est que, je ne sais pas, la nutrition des ménages qui ont participé au programme s'améliore. La condition pour que cet effet de long terme se réalise, la condition, c'est qu'à plus court terme, les ménages qui prennent part au programme, continuent à s'investir dans le programme, continuent par exemple les méthodes agricoles qu'ils ont apprises dans le programme et que leurs revenus augmentent. D'accord? Donc, on pourrait dire que si on n'a fait qu'une étude de court terme ou moyen terme et que l'on a mesuré que effectivement, à moyen terme, le revenu des ménages avait augmenté grâce au programme, on ne peut pas garantir que l'effet de long terme, qui est une amélioration de la nutrition chez les ménages bénéficiaires du programme, on ne peut pas garantir que cet effet de long terme se matérialisera. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que de tout ce qu'on a mesuré, les conditions requises à cet impact de long terme, notamment une augmentation du revenu à moyen terme, ces conditions-là sont réalisées. Donc, pour autant que l'on puisse dire, on est dans les bonnes conditions, on est dans la bonne direction pour que ces effets de long terme se matérialisent. Mais sans études réellement
approfondie, on ne peut pas vraiment le dire. Gaston, à vous la parole, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup Marc pour cette brillante présentation. J'ai deux questions que je vais poser rapidement. Et je prends... Vous me recevez? Oui, absolument. Ok, et je prends un programme qui est en Afrique de l'Ouest, dans le domaine de la criminalité ou le djihadisme, où on veut lutter contre l'extrémisme violent dans une zone. On a un groupe témoin et on a un groupe traité. Il s'est fait que les populations ou les éléments qui sont dans le groupe contrôle, ils vont régulièrement dans le groupe traité pour recevoir des traitements de là-bas et ils reviennent dans le groupe contrôle. C'est-à-dire, par exemple, on dit que on va sensibiliser les gens, des émissions radio, ainsi de suite. Mais ils vont là-bas, ils reçoivent le traitement, mais ils viennent dans le groupe contrôle, ils sont dans le groupe contrôle. À la fin, comment on peut mesurer cet impact, c'est-à-dire ce biais-là, comment nous pouvons corriger ça à la fin d'une IEC? La seconde question concerne intention treatment on treat and average treatment on treat. Le ITT mesure l'effet d'être exposé au programme. Et le ATT, c'est être dans le programme, en quelque sorte. Maintenant, si je prends un programme par exemple qui est dans le domaine de l'assurance, où l'État a émis cette politique publique, mais tout en disant que c'est pour les extrêmes pauvres que ça va couvrir. Mais cela voudra dire que ceux qui ont les salariés ou ceux qui ont un certain niveau de revenus sont d'office exclus parce que l'État ne va pas les prendre en compte. Donc, si on veut mesurer l'impact de ce projet, selon ma compréhension, donc c'est ITT qu'on va utiliser. Voilà mes deux questions. Très bien. Et deux questions très intéressantes. La réponse à la première est un petit peu technique. Donc, vous prenez l'exemple d'un programme où il y a ce qu'on appelle de la contamination entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement. C'est-à-dire que dans le groupe de contrôle, les gens vont migrer, par exemple, ou juste venir pour un temps limité dans les zones où ils savent qu'il y a le traitement pour en bénéficier. Dans ce cas-là, effectivement, si on continue à utiliser ce groupe de contrôle pour mesurer l'impact du projet, on risque de souffrir, notre étude risque de souffrir de ce qu'on appelle un biais d'atténuation. C'est-à-dire que comme le groupe de contrôle a aussi bénéficié un peu du traitement, eh bien, l'écart entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle, en termes de variables de résultats qui nous intéressent, cet écart va être probablement plus faible que l'impact réel du programme. D'accord ? Donc ça, c'est un premier problème. Mais dans le cas, alors en pratique, on essaie de limiter ça. On essaie de réfléchir à ça en amont. Et il y a différentes stratégies qu'on utilise pour limiter ça. D'une part, quand on fait un essai randomisé, comme je l'ai dit hier, le plus intuitif, c'est de faire une loterie simple. D'accord ? Une loterie simple, on fait deux groupes, il y en a un qui a le traitement et l'autre, ils n'ont pas le traitement. D'accord ? En pratique, ça, c'est souvent compliqué à mettre en œuvre parce que les programmes, comme vous le savez, ils vont être souvent assez localisés. Des fois, ils vont cibler des communautés voisines au sein d'un même district ou d'une même région. Et donc, il peut être difficile socialement et politiquement de mettre en place une telle loterie. C'est pourquoi on a aussi d'autres manières de faire une assignation aléatoire au traitement, notamment, par exemple, la mise en place progressive. C'est-à-dire, on va mettre en place le programme à différents points du temps, dans différents endroits. On va démarrer le programme comme prévu dans un des deux groupes, et le deuxième groupe, on va démarrer le programme là-bas que dans
Ça dépend après, mais on va démarrer le programme dans le deuxième groupe que dans 6 mois ou dans 1 an. Donc ça, on choisit lequel des 2 groupes a le programme en premier au hasard. Donc ça peut permettre, par exemple, de limiter un peu ce risque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire aux gens qui sont dans les zones de contrôle, leur dire, bon, s'il vous plaît, soyez un petit peu patients, le programme arrive. Dans 6 mois, on vient chez vous. Donc ça, c'est une première approche pour mitiger un peu ces considérations. Une autre approche, des fois, c'est on essaie d'avoir ce qu'on appelle pardon, les mots en français m'échappent parfois, comme je travaille tout le temps en anglais, mais on essaie d'avoir une zone tampon géographique. D'accord ? Donc on sait qu'on va avoir un groupe de traitement et un groupe de comparaison dans la même région, dans la même zone, mais du coup, on va faire en sorte de sélectionner des zones de contrôle qui sont un petit peu éloignées des zones de traitement. Des fois, on raisonne parfois en termes dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, en termes de communauté rurale. Donc, on va prendre, si une communauté rurale est sélectionnée pour recevoir le traitement, on va laisser une communauté rurale qui ne participe pas du tout au programme et qui ne participe pas à notre étude. Et pour le groupe de comparaison, on va utiliser une communauté rurale qui est la communauté rurale d'après. Donc, il y a entre les deux, on va considérer qu'il y a assez de distance entre les deux pour qu'il n'y ait pas ces effets de contagion que vous décriviez. Tout cela étant dit, ça, c'est ce qu'on peut faire en amont. Si on est dans le cadre d'un essai randomisé, lorsqu'on a la situation que vous décrivez, on va calculer ce qui s'appelle, bon là ça part un peu dans le technique, mais on va utiliser une variable instrumentale pour calculer ce que l'on appelle l'effet moyen du traitement local. C'est-à-dire que dans notre analyse, on va considérer dans le groupe de traitement seulement les gens qui ont participé au programme. Et dans le groupe de contrôle, on va enlever de l'analyse les gens qui ont participé au programme. D'accord ? On garde dans le groupe de comparaison que les gens qui n'ont pas participé au programme. Donc, on va comparer ceux qui ont participé au programme à ceux qui n'ont pas participé au programme. Et on enlève de l'analyse ceux qui, soit dans le groupe de traitement, n'ont pas participé au programme, soit dans le groupe de comparaison, ont participé au programme. On ne les veut pas dans l'analyse. Donc, on va comparer ces 2 groupes, les membres du groupe de traitement ayant participé au programme et les membres du groupe de comparaison n'ayant pas participé au programme. On va les comparer dans ce qu'on appelle une approche de variable instrumentale. Je n'en dis pas plus parce que c'est très compliqué à expliquer comme ça en quelques instants. Mais voilà, c'est la méthode qu'il vous faudrait utiliser. La variable instrumentale dans ce cas-là étant l'affectation aléatoire au traitement. Et vous calculerez ce que l'on appelle en anglais local average treatment effect. Si vous avez besoin peut-être d'en discuter plus avant, on pourra essayer peut-être on pourra peut-être essayer d'en discuter un petit peu plus avant de manière bilatérale. Votre deuxième question, c'était par rapport, vous preniez l'exemple voilà, d'un programme d'assurance qui est ciblé sur les gens particulièrement pauvres et mis en place par un gouvernement. Donc là, il y a 2 choses. Vous avez mentionné que dans un programme comme ça, les gens qui vont avoir les gens dans la population qui ont un certain niveau de revenu vont être exclus de cette grande politique publique d'assurance pour les plus pauvres. Mais du coup, si on voulait évaluer cette politique, il faudrait que l'on exclue de notre analyse ces gens-là qui ne sont pas éligibles au projet. Parce que c'est-à-dire que ce n'est pas la population d'intérêt pour nous.
D'accord? Puisque par définition, comme vous l'avez dit, dans ce grand projet, dans cette grande politique publique d'assurance pour les pauvres, la population d'intérêt, ce sont les pauvres, d'accord? Et non pas les gens qui ont un revenu plus confortable. Donc, il nous faudrait une étude où, au sein de notre population d'intérêt, donc au sein de notre population éligible, c'est-à-dire au sein d'une population qui est assez pauvre pour pouvoir prétendre à cette aide gouvernementale, au sein de cette population, il nous faudrait trouver un groupe qui a accès à cette assurance et un autre groupe qui n'a pas accès, qui n'a pas accès à cette assurance. Il nous faudrait constituer le groupe de traitement et le groupe témoin dans la même population d'intérêt. D'accord? Puisque si on compare, si pour mesurer l'impact du projet de cette politique publique, on compare les pauvres qui ont accès à cette politique publique et les riches qui de toute façon n'y ont pas accès, là on voit bien qu'il y a un problème conceptuel. D'accord? Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, dans ce cas-là, on pourrait imaginer, on pourrait proposer au gouvernement, dans ce cas-là, de dire, écoutez, avant d'étendre ce programme d'assurance pour les pauvres dans tout le pays, je vous propose de l'offrir à, disons, à 2000 personnes, choisies au hasard parmi toutes les personnes qui peuvent prétendre à cette nouvelle assurance pour les pauvres. D'accord? Donc, on va, avec le gouvernement, on va identifier tous les pauvres qui pourraient bénéficier de cette assurance et on va en choisir 1000 ou 2000 au hasard à qui on va offrir cette aide gouvernementale. Et ensuite, on va laisser un petit peu de temps se passer, d'accord? Et quelques mois après, peut-être, on va collecter des données sur ces 2000 personnes que l'on avait sélectionnées pour, et à qui on avait offert cette nouvelle assurance. Et on va les comparer à 2000 autres personnes sélectionnées parmi toujours la population pauvre qui peut prétendre à cette aide gouvernementale, d'accord, mais à qui on ne l'a pas offerte. Et on va comparer les deux groupes. Et dans ce cas-là, on serait dans une situation où l'on peut établir l'impact de cette politique publique et on est dans une situation où on mesure bien ce que vous avez dit, l'ITT, l'intention de traiter. Puisque ce groupe de 2000 pauvres que j'ai sélectionné au début, si vous m'avez bien écouté, vous avez entendu que j'ai dit qu'on les sélectionnait pour leur offrir accès à cette nouvelle assurance gouvernementale. Mais je n'ai pas dit que ce serait un groupe où les 2000 personnes auraient cette assurance. On va leur offrir, mais après, dans ce groupe de 2000, il y en a certains qui vont saisir cette aide et il y en a d'autres qui ne vont pas l'utiliser, peut-être parce qu'ils ne la comprennent pas, d'autres parce qu'ils n'ont pas envie ils n'aiment pas le gouvernement, donc ils ne veulent pas l'aide du gouvernement, d'autres parce qu'ils la refusent simplement, d'autres parce qu'ils n'ont pas bien compris à quoi ils ont droit, donc ils ne font pas les démarches, etc., etc. Donc dans ce type de cas, on pourrait, et ça ce serait un peu ce qu'on appellerait une étude pilote, disons. Donc avant d'étendre un programme à tout le monde, on le fait sur une partie de la population, on voit comment ça se passe, on en tire des conclusions, et ensuite on émet nos recommandations au gouvernement, toujours en pensant bien aux différents aspects qu'on a couverts ici, le contexte du programme, le type d'impact mesuré et la validité interne et externe des résultats. Sur ce dernier point, si on faisait cette étude pour une assurance gouvernementale, une nouvelle assurance gouvernementale pour les très pauvres, et on voit dans notre étude, dans notre évaluation d'impact que ça marche du tonnerre, il y a un impact absolument énorme sur la santé des gens, etc. Du coup, le gouvernement dit « Ah, ben moi, je vais l'étendre en fait à toute la population et pas que les pauvres, parce que ça marche trop bien. » Et donc là, il faudrait dire au gouvernement, d'accord, mais attention,
sur la base de notre évaluation d'impact, on sait que cette politique marche bien pour les populations défavorisées. On ne peut pas dire si ça marchera bien si on l'étend à absolument toute la population, peu importe qu'il soit pauvre ou non. Bien, j'espère que j'ai répondu à vos questions.